mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs, soyez les bienvenus de nouveau dans cette émission Place au village. C'est la quatrième où nous avons un rendez-vous et aujourd'hui nous sommes en pays Baraban. Qu'est-ce que c'est qu'un Baraban? C'est un habitant de Saint-Chély-d'Apcher, car Saint-Chély-d'Apcher, pendant la guerre de 100 ans, les habitants courageux de cette belle ville de Haute-Margeride avaient repoussé les hordes anglaises qui venaient les envahir à coups de morceaux de bois, de barres, en criant « Baranabon !» Et bien voilà, les gens courageux de Saint-Chély sont toujours. Ils sont venus, on en a 4 Barabans qui sont là parmi nous pour nous parler un petit peu de la culture. On va parler essentiellement de culture aujourd'hui à Saint-Chély. D'ailleurs, nous sommes dans le temple de la culture à Saint-Chély-d'Apcher. Nous sommes dans ce petit théâtre qui est magnifique, qui avait été créé par Gérard Boulet. Gérard Boulet, qui à l'époque nous avait ramené la culture à Saint-Chély, il n'y en avait pas, il n'y avait rien. On avait notre culture, l'accordéon, mais Gérard Boulet est arrivé avec de la culture différente, a créé le CCL, a créé ce petit théâtre, et nous y sommes, et nous sommes bien. D'ailleurs, notre réalisateur Eric, tout à l'heure, quand il est arrivé, m'a dit « C'est le plus bel endroit que tu puisses trouver, on est vraiment très bien, on est à l'aise, c'est bien notre domaine, on est super. » Moi, ça me fait plaisir d'y être, parce que je suis sous ces projecteurs qui ont vu, pas des grands artistes, mais si, des grands artistes, mais pas des artistes internationaux, mais des artistes Barabans et de vrais artistes qui viennent tous les jours s'entraîner. On en a un, c'est Thomas Pouget qui est là, qui nous parlera de la culture plutôt intercommunale. Nous avons également une autre culture à Saint-Chély, c'était la culture des sabots à l'usine à l'époque. Et on parlera du musée de l'usine avec Michel Berthuis qui, lui, nous parlera donc du musée de la métallurgie. Tout à l'heure, Michel Berthuis, qui était ingénieur à l'usine et qui, à la retraite, ma foi, ils l'ont mis d'office, et président. Et puis, on parlera bien sûr de Gérard Boulet et de la culture à Saint-Chély avec Serge Chouton, qui est président, lui, du CCL, donc du Centre socio-culturel de Saint-Chély. Et nous allons parler de nouveautés avec Magali Béteille, donc, qui a ouvert un magasin qui s'appelle, et attention, je ne vais pas me tromper, c'est le Grimlink. Grimlink. Je me suis trompé, je le disais bien tout à l'heure, il a fallu que je me plante là. C'est pas grave. Alors, ça va Magali ? Ça va, merci. Alors, c'est vrai que... tu sais que KWZ, c'est le seul endroit où on peut parler positif. Parce que c'est un mot qu'il ne faut pas dire en ce moment. Mais KWZ, on est positif. Donc, on va essayer de positiver et de dire un petit peu ce que vous allez faire, ce que tu fais d'abord. Comment ça se fait que tu t'es installé ici à Saint-Chély dans une nouveauté, finalement ? C'était pas connu. Alors, on a changé de vie. On a changé de vie avec mon conjoint, avec mes enfants. On vivait dans le sud et on faisait totalement autre chose. Mais la passion du jeu de société et l'essor du jeu de société et le besoin que les gens ont aussi de se regrouper ont fait que le désir de venir en Lozère, tout ça regroupé en fait, ont fait qu'on a décidé de déménager et de venir ouvrir ce magasin de jeux de société moderne à Saint-Chély-d'Apcher. Dans une ancienne boulangerie. Dans une ancienne boulangerie, très belle, avec une très belle devanture. C'est un peu ce qui a fait le déclic pour nous. On est passé devant, on a dit c'est pour nous. Ah oui, c'est ici. Ça a été une boulangerie renommée à Saint-Chély. Et donc, mais ça vous est venu donc des jeux, vous aimiez jouer. Ah oui. Et pourquoi ce nom, le Grimling ? Alors le Gremlin, ça fait référence aux petites bestioles, les Gremlins, très connu par le film des années 80, 84, quelque chose comme ça. Mais c'était quand même des petites bestioles qui existaient déjà bien avant. C'est une légende, les Gremlins. Alors je ne saurais pas aussi bien raconter que toi l'histoire, mais en tout cas, ça existait déjà depuis longtemps et c'était des petites bêtes un petit peu diaboliques qui aimaient bien embêter, trafiquer les moteurs, embêter. Je crois que c'était dans la marine. C'est une légende qui... j'ai pas bûché avant de venir, mais c'est dommage. Mais allez chercher, vous verrez, c'est rigolo. Et donc, ils jouaient, et ça t'est venu, cette idée d'appeler donc, ce magasin. Qu'est-ce qu'on y fait quand on vient chez toi alors c'est un bar, d'abord. C'est un bar à jeux de société. Donc, les gens viennent boire un coup, s'ils veulent. Et du coup, ils peuvent jouer s'ils le désirent. On leur explique des jeux. Alors, Sylvain est beaucoup plus expert que moi. C'est lui qui m'a transmis sa passion. Il connaît... tous les jeux de société. Voilà. Et donc, il peut expliquer, conseiller les gens et expliquer tous les jeux de société qu'on a à disposition. Qu'est-ce que vous avez comme jeu pour expliquer un petit peu tout type de jeu, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, les moins jeunes. Ouais, mais le genre de jeu. Alors, Robert, c'est compliqué. Parce qu'il y a des jeux de stratégie, il y a des jeux très faciles, très simples,
jeux d'apéro par exemple, un peu comme à l'époque le 421. Alors ça ne sera pas le 421, ça sera une autre forme de jeu, mais ça ressemble à ça. Et puis il y a des jeux plus stratégie, où on rentre dans un univers et vraiment, c'est très varié, c'est très varié. On est bien dans la culture, mais dans la culture du jeu, quoi. Oui, mais c'est un vrai objet culturel, le jeu de société. De plus en plus, ça se développe. Il y a 600 jeux par an qui sortent. Avec des illustrateurs. Il y a un festival à Cannes, un festival de jeux de société. Et vous les vendez ces jeux ou... Oui, oui, alors on a une partie boutique du coup où on vend tous ces jeux. Donc pour Noël, il faut faire travailler le petit commerce, ça tombe bien. Hein. Merci. N'allez pas ailleurs, venez donc vous allez être ouvert, comment ça va marcher? Là pendant un mois on ne va pas être ouvert, on va quand même essayer de faire un drive et de continuer quand même via le téléphone ou autre moyen de communication. On va conseiller aussi les gens qui le souhaitent et faire sûrement un drive. On verra ce qu'on peut faire, mais on va continuer de fonctionner quand même au maximum. Voilà, mais vous avez le moral, vous êtes bien prêt à rouvrir dès qu'on pourra. Quoi. Et puis pendant le confinement, on va s'ennuyer, donc on va vouloir jouer au jeu. Oui. Mais est-ce qu'on peut venir? Non, le confinement, on ne va pas pouvoir venir. Donc maintenant, ça allait encore. Mais on pourra apporter les jeux aux gens. Chez eux, vous allez pouvoir, vous livrerez directement. Je pense. Vous allez les louer, vous pourrez, non? Peut-être, voilà, on va voir. Ouais. Une location de jeu, on va voir, on n'a pas encore réfléchi à ça, mais dès demain, on va y penser. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur une page Facebook, sur quelque chose? Oui, on a une page Facebook. C'est quoi? C'est le Gremlin, vous tapez le Gremlin 48 et vous trouverez. Voilà, donc si vous êtes intéressés, mesdames et messieurs, eh bien, surtout n'hésitez pas, vous les appelez, tu peux donner ton numéro de téléphone, on le rajoutera. Oui, après. Bon, mais on le rajoutera en dessous. Vous le verrez sur mon ventre, comme d'habitude. Donc, vous pourrez appeler, et en t'appelant, voilà, vous déciderez si vous voulez louer ou vendre des jeux à des personnes qui veulent faire des cadeaux, qui veulent venir passer un après-midi, peut-être à jouer avec un jeu qu'ils n'ont pas chez eux. Oui, ça peut voilà. Il y a aussi quelques produits dérivés des années de la pop culture, des petits produits gadgets un peu rigolos. Oui, parce que si on vient y jouer, on peut aussi déguster des crêpes, je crois. Hein. Oui. Voilà. Déguster, c'est le bon mot. C'est le spécialiste de la crêpe, c'est ça. C'est moi, la spécialiste de la crêpe. Voilà. Non, après, je suis rentré une fois pour venir te voir. Je trouve que c'est bien arrangé et tout. C'est vrai qu'on a envie de s'asseoir, de jouer à 2, à 3, à 4, donc se mettre autour d'une table. Et avec des étudiants à Saint-Chély, ça devait marcher, non? Oui, ça marche très bien. Il y a beaucoup d'étudiants à Saint-Chély. Mais ça marche aussi très bien auprès des familles. Vraiment, il y a énormément de familles qui viennent les mercredis après-midi, les samedis après-midi. Des anniversaires des petits anniversaires aussi, avec les institutions aussi. Ouais. On travaille beaucoup. Et oui, on a été très bien accueillis, mais moi, de toute façon, j'étais persuadée que ça marcherait. Oui, mais c'est une nouveauté, c'est vraiment tout neuf, quoi. Ça n'existait pas du tout, donc oui, ça ne peut que marcher. Bon, après, il va falloir attendre un petit peu de nouveau. Vraiment, on se met à votre place. Mais on est positif ça va, et ça marchera. Non, mais ça va aller. Voilà, aller. Ouais. On est très positif. On n'est pas venu en Lozère à reculons. On est bien content d'être ici. Tu es né en Lozère quand même, exactement. Donc tu connaissais bien le département. Ici, il n'y a pas de souci. Sylvain, peut-être lui un peu moins. Mais il a été tout de suite amoureux de la Lozère. Vous faites du sport un peu, non? Non. Pas du Des tout. jeux de société. Pas encore. Ni pas encore. On vient d'arriver. On vient d'arriver, donc. Oui, mais. Oui, mais enfin, bon, on cherche des champignons, on cherche des gratte-culs. Ça va faire de la confiture. Pour faire de la confiture. Mais si tu veux faire des bonnes petites confitures, il connaît Serge. On y passera le micro tout à l'heure pour nous parler de la culture barabande. Mais moi, je trouve que ce magasin, ça devait manquer parce qu'on a énormément d'étudiants à Saint-Chély quand même. Hein. Oui. Et c'est vrai que c'est le mercredi souvent qui sont, puis même il y a toutes les heures un peu. Ah oui, même le soir, parce que beaucoup d'étudiants ont quand même des appartements. Et donc même avant 7h viennent, avant l'heure de l'apéro, pour jouer. Oui. Voilà, ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que même pendant le confinement, donc, si des personnes, parce que vous allez vous ennuyer, vous aurez le droit d'amener des jeux directement chez les gens, avec le masque et les précautions nécessaires, mais vous aurez le droit d'amener des jeux qui seront nettoyés, qui seront bien propres, qui ne vous raffilleront pas la maladie, n'ayez pas peur. Mais ça, on peut le faire. Oui. Voilà, qui nous appelle. Rappelez-vous le numéro de téléphone qui s'affiche là, sur mon petit ventre.
D'accord, vous le voyez, c'est bon. 04 66 44 75 50. Eh bien voilà. Je crois. On le marquera tout à l'heure. À vérifier sur le ventre de Robert. On le marquera tout à l'heure. Ça sera sur le générique. Magali, tu as autre chose à dire sur ce magasin ? Non. Voilà, qu'on est tellement heureux d'être revenu qu'on reste positif. Ouais, et puis voilà. Voilà, on est bien ici. Magali et Sylvain, ils sont à Saint-Alba, ils habitent Saint-Alba, ils travaillent à Saint-Chély. Ce sont des gens de la Margerie, de la Haute-Lozère, que nous sommes contents d'avoir accueillis à nouveau, puisque bon, tu n'es jamais bien parti, mais enfin, d'être venu travailler ici, c'est super pour nous. On est bien contents. Des jeunes au pays, c'est ce qu'il y a de bien. Et ça anime le haut de la rue Théophile Roussel. Oui. C'est vrai qu'il commençait un petit peu à s'éteindre. Ouais. Et en face de nous, la supérette aussi. À côté du ciné, la supérette qui a réouvert aussi. Ça anime. Non, mais je trouve que c'est vraiment bien placé. Hein. Ça convient bien, le ciné-théâtre, les jeux. C'est vrai, Non, bravo. Belle idée. En face, maintenant, il y a un magasin qui s'est ouvert. Voilà. Alors, on devait avoir le président des commerçants qui n'a pas pu venir vu les événements. Hein, mais c'est vrai qu'on peut parler aussi du commerce à Saint-Chély. Ça marche bien. Et ça marchera bien de nouveau après, même si bien sûr ils ont une mauvaise période à passer, comme tous, on en est là. Hein. Mais je vous garantis, ça va s'arranger. C'est pas possible que ça ne s'arrange pas. On est solidaires. Voilà, merci Magali. Merci Robert. Et puis alors, dès que tu rouvres, bien, tu restes avec nous pendant l'émission. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Parce que tu es la seule féminine et on va se faire dire qu'il manque de gente féminine. Non, puis ça m'intéresse ce qu'ils ont raconté. Ah, mais tu vas voir, mais ça va être très intéressant. Bon, je vais commencer par Serge, puisqu'on est quand même dans les locaux du CCL, ici, dans le petit théâtre. Tu parles espagnol ? Dans les locaux. Dans les locaux. Alors, Serge a beaucoup d'humour. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il ne fasse pas du théâtre avec... Il y a un théâtre ici, une association théâtrale, qui fait partie du CCL. Alors, il y a plusieurs théâtres, parce que oui. Plusieurs intervenants. Mais historiquement, oui, il y a le théâtre du Granit c'est lui qui avait récupéré les locaux, cette école, qui était arrivé à convaincre la mairie de ne pas le détruire, parce qu'à un moment donné, il était question presque de... Oui, c'était une ancienne école maternelle. C'était une ancienne école maternelle. Il était question de la détruire pour agrandir pour les problèmes de circulation. Puis bon, finalement, c'est une négociation qui a abouti, parce que ça a été transformé en petit théâtre. Donc, petit théâtre Gérard Boulet, oui, parce que c'était lui qui avait battu le fer avec la mairie à l'époque pour arriver à conserver et avoir un endroit. Et il avait eu du travail. Il y avait eu du travail. Bon, Gérard, il était un peu têtu à l'époque. Oui, mais complet, mais très bien. Mais au contraire, ça a permis d'avoir la culture à Saint-Chély, son entêtement. Voilà. Sinon, on n'aurait pas eu grand-chose. Donc, jusqu'à maintenant. Voilà. Ça dépend. Alors, cet espace-là dépend du centre culturel loisirs. C'est-à-dire qu'il a été mis à disposition par la mairie à l'époque au centre culturel loisirs, qui héberge en son sein donc, le théâtre du Granit. C'est du théâtre amateur, mais à destination des adultes. Et qui, nous, dans le cadre du centre culturel loisirs, on propose aussi des ateliers à destination des enfants. D'accord. Théâtral. Des ateliers de théâtre, oui, dans ce local-là, à destination des enfants, des ados. Alors, ça dépend des demandes d'une année sur l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Enfin bon, c'est lié, si tu veux, au centre culturel loisirs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au centre culturel loisirs? Alors, centre culturel loisirs, bon, on a une longue histoire, parce que ça date de 1973, je crois. Donc, on commence à s'approcher des 50 ans. C'est une association qui est très ancienne sur Saint-Chély. Centre culturel loisirs, on avait 3 axes, je dirais. Il y a la radio, donc Radio Zema. Qui a été, pour la petite histoire, quand même la première radio à être homologuée à l'époque. Oui, Radio Zema, la radio qui gratouille, et Radio Margerie, la radio qui déride. C'était ça. Hein. Non, mais historiquement, c'était des radios, à l'époque, des radios pirates. Et puis, quand ça avait été autorisé... Avec Roland Chavanol, tu te rappelles. Donc, il y a cette histoire-là de la radio. Donc, il y a toujours la radio. Alors, je la mets un peu à part des ateliers, parce qu'on emploie quand même 1 personne et demie. Quand même, pour la radio, donc voilà, c'est un peu particulier. Quel genre de musique sur la radio? Pour ceux qui n'écoutent pas. Essentiellement, c'est de la musique d'origine francophone, en fait. D'accord. Donc on est largement au-dessus des quotas qui sont imposés, parce que, voilà, les petits labels, on fait passer surtout des musiques qui ne seront pas diffusées sur les grandes radios nationales. Ouais. Et après, quel genre d'émission? Les émissions, alors, c'est ces émissions, si tu veux, locales, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de suivre un peu les événements locaux et compagnie. Mais
à notre grand regret, on n'arrive pas à développer autant d'émissions que ce qu'il faudrait parce que tu connais, c'est un boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il y a faire les enregistrements, faire des montages, etc., etc. Et que, bon, voilà, on fait avec les moyens qu'on a, mais les retours qu'on a au niveau de la programmation musicale sont bons en général. Déjà, le premier retour, c'est que depuis que ça existe, c'est toujours là depuis les années 81, donc oui, c'est quand même important. Hein. Ça, c'est un bon retour. Donc voilà. Donc il y a la radio. Il y a après tout ce qui est des ateliers, c'est-à-dire la poterie, les arts plastiques. Alors c'est ces ateliers qu'on décline pour les adultes, pour les enfants. Donc arts plastiques, il y a un atelier pour habiller les meubles de tapisserie, d'ameublement. Ouais, d'accord. Ça c'est rien que pour les adultes. Et que je n'oublie pas, donc le théâtre et la radio. En fait, je n'oublie pas parce que c'est un fonctionnement associatif. Alors tu me présentais comme cultureux tout à l'heure. Moi, j'ai une grosse expérience associative. J'ai pas une culture phénoménale, quoi. Mais par contre, voilà, l'association, ça fait. J'étais peut-être pas à la création, mais pas loin. J'étais dans les alentours. Oh, toujours. Moi, je trouvais que c'était quand même pas mal culturel, quand même. C'était pas. Oui, c'est culturel, mais tout est. À partir du moment où tu apprends des choses, que ce soit dans la gestuelle, quand ça soit l'expression, en effet, ça fait partie de la culture. Après, voilà, moi, j'ai pas une connaissance encyclopédique de la culture. Mais ce que je voulais dire, c'était donc associatif, et c'est ces ateliers qui sont animés pour la plupart par des bénévoles. Et c'est un peu en fonction des envies des bénévoles. Au Centre culturel loisirs, on avait hébergé un atelier sérigraphie, on avait hébergé un atelier peinture sur soie, on avait même à l'époque, où ça n'existait pas à Saint-Chély, un atelier escalade qui se faisait à l'extérieur. Il y avait, c'est en fonction un peu des bénévoles qui viennent. Des bénévoles qui disent ouais, ça serait bien si on faisait ci, si on faisait ça. Donc on est une structure, je dirais, de mutualisation et qui va soutenir parce que par les moyens, comme on centralise au niveau des subventions et tout ça, ça nous permet de dire cette année on va soutenir plus la poterie parce qu'il nous faut renouveler un four, on va soutenir un peu plus, ou on va créer, on avait Club Photo bien sûr, on avait, donc il y a beaucoup d'activités qui sont passées par le CCL. Et puis on avait une partie, mais là on l'a mis un peu en retrait, une partie événementielle. Donc pendant des années, on a fait venir du théâtre à Saint-Chély, on a fait venir de la musique, alors sous toutes ses formes. Il y a le festival d'Arte déjà. Oui, ça c'est encore quelque chose qui persiste à minima, mais voilà, on avait touché un peu, donc Gérard, on l'a nommé, donc il est décédé, c'était en 2014, mais il avait lui il avait une grande culture, une grande connaissance culturelle, et il avait des contacts à gauche, à droite, et ce qui fait que des expos, des concerts, des pièces de théâtre. On a organisé un festival de marionnettes pendant quelques années. On avait organisé un festival folklorique bien avant la Fage Saint-Julien. On avait organisé la fête des associations à Saint-Chély. À la salle bien avant la fête des associations. Bien avant la fête des associations, où on arrivait à fédérer, que ce soit le groupe folklorique qui venait jouer un morceau, c'était toutes les associations barabandes étaient sollicitées, la plupart répondaient, et on arrivait à faire une journée très sympa, qui se clôturait par un bon repas et un peu de buvette. Est-ce que, bien sûr, si je comprends bien, vous êtes toujours un appel de bénévoles qui viennent vous rejoindre? Et c'est là où maintenant, je dirais que c'est un peu... on est en manque un peu de jeunes qui veulent s'investir dans le bureau. Ouais. Parce que des consommateurs, on a dans une société maintenant, de plus en plus de gens consomment. Donc ils fréquentent le CCL, ils voudraient payer une carte et puis accéder à des services et puis point. Et donc il y a cette place-là à tenir, ça je ne reproche pas. Mais ce qui serait bien, c'est que parmi ces gens-là se dégagent un peu des personnes qui viennent s'investir au sein du bureau et qui amènent aussi leur dynamisme. Je crois qu'on le retrouve un peu sur toutes les associations. Et tout à l'heure, Michel Vertu nous en parlera un petit peu aussi de cette problématique qu'il a avec le musée de la métallurgie. Ensuite, est-ce que, comme ce festival d'Arte, vous avez un peu changé, vous receviez des troupes qui étaient bien, moi je trouvais que c'était super. Oui. Alors le Saint-Chély d'Arte, c'est un festival qui se fait depuis, je crois qu'on doit être à la 16e édition, peut-être à faire vérifier, parce que je ne suis pas très historien.
Oui, non, mais ça fait un bout de temps quand même. Et c'est un festival qui était essentiellement du théâtre sous toutes ses formes. Hein. Théâtre de rue, du théâtre de marionnettes. Enfin, voilà, vraiment, ça a été, au mois d'août, c'était génial. Quoi. Et ça a bien marché. On a eu quelques soucis d'ordre financier parce que les subventions, notamment au niveau régional à l'époque, c'était... ça nous avait mis un peu le bec dans l'eau 1 année, 2 années. Donc on a revu à la baisse la formule. On a essayé de faire quelque chose d'assez intéressant quand même au travers du Jardin des Livres. Là, on a aménagé tout un terrain en partenariat avec la commune de Saint-Chély et la communauté des communes. Ouais, comme la bête qui lit, qui sort du livre plutôt. Voilà, la bête qui sort du livre, c'est la petite histoire. C'est en fait ces livres qui nous font peur, mais qui contiennent quand même les monstres. Enfin, voilà, en référence aux gamins qui aiment se faire peur, mais bon, tant que ça reste dans le livre, quand même, ça va très bien. Et donc voilà, on peut y voir tout un tas d'images, mais en gros, c'est autour de ça. Ça s'était fait avec Loup Combre comme sculpteur. Et puis il y a tout un tas de bénévoles. Et puis c'est un projet qui a duré. On s'était engagé sur 3 ans. Bon, cette année, on l'a mis un peu entre parenthèses parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Ouais, comme tout le monde. Mais bon, voilà, d'ici l'année prochaine, normalement, on devrait... L'année dernière, vous aviez fait des petits... Alors l'an dernier, qu'est-ce qu'on avait fait? C'était des paniers. On avait travaillé avec Éric Barré, qui travaille l'osier, enfin voilà, qui est sur Lyon, qui est pareil, c'est des pointures internationales. C'est un gars, il avait des chantiers un peu partout à l'étranger. Alors je dis il avait parce qu'en ce moment il n'a pas grand-chose. Pauvre. Il était très impliqué sur la Fête des Lumières. Là, il avait un gros projet, je sais, à Lyon sur la Fête des Lumières qui vient d'être annulé, mais bon, donc voilà, on a eu l'occasion. Vous aviez fait, c'était pour aller lire éventuellement, aller s'asseoir et lire. Voilà, aménager cet espace là-bas qui méritait d'être aménagé. Parce qu'il y avait un espace vide, sympa, parce qu'il y avait cette mare là avec les cygnes, avec les canards. Un endroit où les gens, on voyait, ils étaient attirés par cet endroit-là, donc on faisait qu'ils passaient. Là, on a essayé de faire en sorte que peut-être ils puissent y rester un poil de plus. Et c'est là où peut-être un jour ou l'autre, on finira quand même par y faire des événements, et notamment peut-être avec Thomas Pouget, pour que ce soit des lectures, des pièces de théâtre, un extérieur, quoi. C'est un lieu qui demande qu'à vivre, quoi. Alors même si il vit déjà, parce que on y était encore en chantier il y a une quinzaine de jours. Il y a beaucoup de barabans qui s'y promènent, qui viennent flâner, qui viennent lire sur un banc par là-bas. Ouais. Enfin, voilà. Des grands-parents qui amènent des petits-enfants voir les canards, leur donner un peu de pain. Enfin, c'est un endroit qui mérite d'être qui est agréable, passer quelques minutes. Et qu'on va essayer peut-être en pleine ville comme de ça, faire vivre encore agréable. Un poil de plus. Dans les soutiens qu'on avait eus, là, notamment par rapport à ça, il y a le département a joué un grand rôle aussi, parce qu'il nous a, financièrement, on a toujours eu une bonne écoute au niveau du département. Et c'est avec, voilà. On a un bon département, c'est normal. Oui, écoute, moi j'en suis très content. Il n'y a pas que des gratte-culs, hein, Magali. Mais nous, on l'aime bien, notre département. Et on aime bien quand ils aident comme ça des choses qui sont très intéressantes pour tout le monde, parce que tout le monde en peut en profiter. Ne serait-ce que quand on passe sur la déviation, on regarde, on jette un œil, on dit, ça c'est bizarre, il faudra que je demande, des fois il faudra que je demande à Serge, parce que je ne comprends pas bien, mais voilà quoi. Mais ça permet d'avoir... ça t'interpelle, voilà. Et juste, quand je me présentais plus dans l'associatif, moi, ce que j'ai vécu au travers des différentes associations, et notamment le CCL, parce que bon, ça fait une bonne 40aine d'années que j'y suis. J'ai exercé un peu le trésorier, j'ai fait un peu vice-président pendant longtemps, et puis bon, quand Gérard est décédé, on m'a fortement invité à prendre la présidence, donc je l'ai fait avec grand plaisir, parce que je te connais, je sais. Mais ce que l'on crée là, nous, au niveau associatif, c'est vraiment le lien. Quand on parle du festival, il y a le produit rendu au final, mais il y a toutes les personnes qu'on a pu rencontrer à l'occasion du festival, en bougeant des tables, en faisant des repas, en rencontrant des artistes. Et ça, je crois que c'est irremplaçable. On peut avoir un très beau spectacle. Si c'est juste entrer, asseyez-vous, regardez, puis repartez, c'est pas ça la culture pour moi. La culture, c'est en effet d'avoir un beau spectacle, mais aussi d'avoir du lien avec les organisateurs, avec les artistes, d'avoir des interactions. En Lozère, je pense, parce que peut-être on a des jauges aussi moins importantes, ces interactions-là, on peut se permettre de les avoir avec les artistes. Et
parce que, et après je passe la parole aux autres, mais on a eu l'occasion d'avoir dans des groupes François Hadji Lazaro. Il est venu en concert à Saint-Chély sous 2 formes, un individuel avec Pigalle. C'est des gens, nous à l'époque ça nous parlait, les garçons bouchés, la rue, bar, tabac, voilà. Mais c'est des gens qu'on a pu rencontrer, que les gens ont pu rencontrer. Pour une anecdote, tu avais le préfet de Lozère à l'époque, qui devait venir voir parce qu'il aimait François Pigalle, c'était à l'époque. Et les gendarmes qui étaient venus réserver un espace pour qu'il puisse garer sa voiture, etc. Et puis qui s'inquiétaient parce qu'il n'était toujours pas là. Et puis quand on lui a dit, mais le préfet, si, il est déjà dedans. Mais il est allé se garer comme tout le monde au parking. Et puis il est venu, il était en famille. Enfin voilà. Et c'est des petites choses comme ça. On avait les Fatal Picard. On a eu les Fatal Picard juste avant qu'ils passent à l'Eurovision. Sinon, on n'aurait pas pu le toucher après. Mais c'est la seule fois où j'étais au service d'ordre, je tenais les barrières. On m'avait dit, mais il faut surveiller parce que les gens ils vont monter sur la scène. Tu vois, à Saint-Chély. Les gens ils montaient sur la scène pour faire alors obligés d'intervenir. C'était mis entre la scène et presque là, on se serait cru au temps des Beatles. Tu avais les nanas, elles voulaient presque faire dédicacer leur soutien-gorge. Voilà, c'est pour ça que tu étais devant la scène. Ben ouais, tu vois. Mais bon, c'est des événements comme ça qui, même si parfois ont été des gros événements, mais il y a toujours quand même cette dimension en Lozère qui fait que quand il y a quelque chose, on arrive quand même à rencontrer les gens, à discuter, à les avoir un peu près, quoi. Oui, mais c'est bien l'idée que je m'étais faite du centre socioculturel. Et est-ce que vous avez des rapports comme maintenant, puisqu'après, depuis quelque temps, donc, il y a le ciné-théâtre à Saint-Chély, est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a des... Alors, on a eu quelques échanges par rapport au festival, si tu veux. Pendant le festival, on a pu produire quelques spectacles au ciné-théâtre. Et puis, c'est quand même une institution qui a d'autres moyens que nous, en communication. Donc, petit à petit, nous, on a levé le pied, on a gardé essentiellement en programmation le festival, parce que là, c'est quelque chose qu'une institution peut difficilement faire parce que il faut mobiliser des bénévoles sur un festival, c'est 50, 60 personnes qu'il faut. Donc ça, on l'a conservé. Après la diffusion de spectacles, c'est plus approprié que ce soit le ciné-théâtre qui le fasse. Et alors avec Thomas Pouget qui est avec nous, là, quels sont vos rapports? Très bien. Bon. Oui. Non, mais vous travaillez ensemble Alors, on ne travaille pas ensemble, on partage les mêmes locaux. Donc Thomas, tu raconteras. Et voilà, c'est ici qu'il fait les répétitions. Et puis voilà, c'est quelqu'un de très convivial, donc j'apprécie de le rencontrer. Mais après, on n'a jamais monté quelque chose ensemble. Donc ça pourra se faire parce que il y avait quand même dans l'idée de faire intervenir Thomas là sur le jardin des livres. Parce que l'année dernière, on a aménagé une place, ce qu'on appelle l'Agora, où on espère que... on avait pensé à toi pour intervenir. Donc ça se fera certainement, dès qu'on aura un peu plus de marge de manœuvre, je dirais. Là, ça ne tient à personne, là, pas à nous toujours. Voilà, on va passer à Thomas. Tu as autre chose à dire, non, sur le... Bon, on peut revenir, hein, c'est pas parce qu'on change de personne. Donc juste une confusion que tu avais. Quand tu as parlé, président du centre socioculturel, le bâtiment, c'est le centre socioculturel. D'accord. Donc la mairie à l'époque avait bâti ça. Et vous, c'est comment alors? C'est centre culture et loisirs. D'accord. Mais t'es pas. Moi, toute ma vie, j'ai appelé ça le centre socioculturel. Et c'est vrai qu'on est très présent dans ce bâtiment, donc il y a eu un amalgame de faits. Mais centre socioculturel, ça abrite aussi. C'est un local qui avait été fait par la mairie, qui habite les syndicats, qui autorise différents clubs. Je me souviens le bridge qui sont là-bas. Il y avait la couture, il y avait et une grande salle de réunion. Et une super salle d'exposition avec la mezzanine. Mais donc, on en est, je dirais, un des plus grands utilisateurs donc c'est pour ça qu'il y a cette confusion. Oui, c'est pas centre socioculturel, c'est centre culture et loisirs. D'accord, merci d'avoir remis les choses en place, c'est très bien. Bonjour à tous, on est place au village, nous sommes à Champ Libre, la première édition d'un festival qui se déroule du coup à l'air libre. Festival qui s'est voulu dans la lignée de ce que propose la compagnie La Joie Errante, de ce qu'on propose, c'est-à-dire de la décentralisation culturelle, c'est d'être au plus près des habitants et puis aussi tout simplement de créer avec des partenaires locaux, institutionnels et aussi avec des compagnies qui travaillent autour des mêmes problématiques dynamiques de territoires ruraux
Et aujourd'hui, maintenant, on va continuer toujours dans la culture avec Thomas Pouget. Tu te présentes et puis tu nous dis comment tu es arrivé ici. Comment je suis arrivé ici? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis originaire du COS de Sauveterre. Ouais, on le connaît. Et puis, je suis parti faire des études un peu partout. J'ai fait Rodez, Le Puy-en-Velay, Besançon, Avignon. Et il se trouve qu'à Avignon, j'ai travaillé avec le directeur actuel du Festival d'Avignon qui s'appelle Olivier Pi, sur 10 jours de stage où c'était une rencontre entre les élèves du conservatoire et lui. Et puis au bout de 10 jours, comme quoi ça tient à rien du tout parfois, je lui ai juste passé un SMS en disant que s'il avait besoin d'un comédien ou d'un assistant mise en scène, moi je serais ravi de travailler avec lui. Et 30 secondes après, il m'a répondu écoute, est-ce que tu veux être assistant mise en scène sur le prochain spectacle? Donc voilà, ça a commencé comme ça, en tout cas la carrière professionnelle. Puis on a travaillé ensemble avec Olivier pendant 3 ans. Et parallèlement, parce que aussi le métier que j'exerce de metteur en scène ou de comédien ou d'auteur ou de pédagogue encore, mais c'est souvent trop des questions de désir de la part soit de metteurs en scène extérieurs, soit d'équipe artistique. Et je voulais un peu me soustraire à cette chose-là en créant moi-même ma compagnie, où pour le coup je pouvais être créateur de mes propres désirs. Et puis la Lozère est apparue en fait assez de manière évidente, d'une part parce que mes grands-parents étaient là-bas, puis mes parents aussi, donc il y avait une proximité familiale. Et puis aussi parce qu'en fait, il y a très peu de compagnies professionnelles en Lozère, que je suis persuadé qu'il y a énormément de choses à y faire. Et puis aussi parce que je crois fondamentalement à cette chose qu'on appelle la décentralisation culturelle, qui est de faire de la culture partout, pour tous, en lien en permanence avec les habitants. Ce que disait aussi Serge tout à l'heure, juste de ne pas penser le spectacle comme étant un acte de consommation, mais en l'accompagnant vraiment, en proposant, nous, ce qu'on fait après les spectacles, un débat avec les gens sur ce qu'ils ont vu, un pot, enfin voilà, en tout cas de se dire que ça n'est pas juste 1h30 passée et puis basta, on passe à autre chose. La compagnie errante, c'est ça. La joie errante. La joie errante, ouais. Décidément, je suis à côté de tout. Oh, c'est pas grave. On a tout eu, on en a eu d'autres. On a eu la joue errante sur un mail, on a eu le chat errant. Ah ouais. C'est rigolo, non? On a fait la collection, mais là, la errante. Non, la joie errante. Ouais. D'accord. Et donc, la joie errante, pourquoi vous alliez amener la joie un petit peu partout? Un peu partout, ouais. C'est pour ça. Là, tu veux dire pourquoi ce titre-là? Ouais. Alors, ce titre-là, oui, il y a cette chose-là. Moi, au début, quand j'ai choisi le nom de la compagnie, je voulais que ça exprime quelque chose de positif. Je pensais déjà à KWZ TV qui allait arriver, positif. On est positif. Et joie errante. Et puis en fait, dans le texte d'Olivier Pi qui s'appelle Orlando ou l'impatience, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Orlando, qui cherche différents pères. Et en fait, à chaque fois, le problème, c'est que sa mère lui dit non, je pense que j'ai couché avec cet homme-là le soir de l'inauguration du Crystal Palace 5 fois. 5 fois, c'est pas son père. Et sa mère, sans trop spoiler, mais sa mère finit par lui dire que le nom de son père est Joie errante. Et au moment où je crée la compagnie et où j'avais besoin de trouver un nom fort, j'étais passé par la parole errante, tout ça. Et un jour, en répétition, je me dis, mais en fait, c'est tellement évident. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis ça me parlait bien, la joie errante. C'est sympa, ouais. Très, très, ouais. Après, nous, on te connaît à travers des petites pièces que tu proposes, des fois des lectures comme ça, ici sur la Haute-Lozère, sur la Margeride. En fait, tu travailles pour la communauté des communes, surtout. Non, surtout non. On a ce qui se passe sur le territoire. On a une convention avec la communauté de communes des terres d'Apcher Margerie d'Aubrac, parce que en fait, après que j'ai travaillé avec Olivier Pi, que j'ai décidé d'implanter la compagnie ici, au début, j'avais proposé à Chanac de faire des lectures dans les maisons de retraite et à la salle des fêtes. Je faisais gratuit pour les moins de 12 ans, 5 € pour les adultes. Et puis, pour rien cacher, parce que là-dessus, j'ai aucun problème, Chanac, ça a été très compliqué pour eux de faire ne serait-ce que 3 photocopies pour faire de la communication, et ils ne me payaient pas. Et en parallèle, il se trouve que Samuel Lecabec, le directeur du Ciné-Théâtre, voyant le parcours que j'avais, et puis aussi parce que je suis ce qu'on appelle diplômé d'État pour enseigner le conservatoire, voyant mon parcours, m'a dit « Mais pourquoi tu veux pas venir à Saint-Chély ? On te met des moyens à disposition. »
Et puis pendant 3 ans, on peut t'accompagner. Donc fatalement, entre une mairie pour laquelle c'est compliqué de faire des choix culturels et une municipalité et une institution qui propose de mettre les moyens, le choix en fait il est assez rapidement fait. Ah oui, pour nous c'est très bien. Hein. Ah ouais, puis moi ça me va aussi. Et puis donc Samuel m'avait proposé plusieurs actions au départ. Donc il y avait des lectures, ce que je faisais dans les maisons de retraite ou dans les villages. Il m'avait proposé des interventions dans les écoles et il m'avait proposé de faire un spectacle au tout début sur la Lozère ou pour la Lozère. Et ça remonte. Hein. Donc voilà, ça commençait à germer cette idée de spectacle qui s'appelle aujourd'hui Vacarme ou Comment l'homme marche sur la Terre, qui est un spectacle sur l'agriculture. Et en parallèle, Pierre Lafont, l'ancien maire de Saint-Chély, m'a proposé de signer une convention avec la communauté de communes dans laquelle il y avait des nouvelles lectures. Il y avait 50 heures d'intervention dans 2 écoles du Nord-Lozère, 50 heures dans chaque école. Il y avait 11 lectures au total. Au début, la première année, c'était 18 parce qu'il y en avait une dans chaque village et chaque ville de la communauté de communes. Il y avait un stage avec des amateurs pendant 10 jours et il y avait ce qu'on appelle une aide à la création qui est un montant financier qui nous est alloué pour débuter aussi et pour démarcher d'autres institutions. Donc il y a cette chose-là qu'on a et à laquelle on tient très fort avec la communauté de communes. Mais après, on a des tournées nationales, notamment, là je parlais de Vacarme, le spectacle sur l'agriculture. On l'a tourné en Lozère, on continue à le tourner en Lozère. On devait jouer le 28 novembre à Florac, pour l'instant c'est stand-by. Mais on sait qu'on joue à Chanac en juin, on continue en Lozère, mais ça y est, le spectacle s'exporte. On a joué à Sévérac le 3 octobre, on a des dates dans le Cantal, dans l'Indre-et-Loire, on a maintenant des scènes nationales et des centres dramatiques nationaux qui nous programment. Donc voilà, on est ravis d'avoir pu créer ce spectacle en Lozère, en interrogeant des agriculteurs, des paysans, des inséminateurs, des vétérinaires, des banquiers, des élus, des personnes, par exemple des institutions, chambres d'agriculture, etc., pour essayer de comprendre au plus près ce que c'était que l'agriculture. Et on est ravis de voir que tous ces gens qui sont venus voir le spectacle, qui nous ont fait confiance, déjà sont ravis du rendu, mais qu'en plus de ça, ce spectacle, ça y est, dépasse les frontières locales. Ah, mais ça c'est sympa. Ouais. Vous êtes combien à la Joie Errante? Alors à la Joie Errante, on est 2 permanents. Il y a Émilie Maraval qui est aussi attachée de production, chargée de production exactement au sein de la compagnie, donc qui se charge elle plutôt de toute la partie production. Et moi je gère la partie artistique, vraiment. Et puis après, on emploie une petite dizaine à peu près d'intermittents de manière régulière. Mais sur des actions très très différentes. Je parlais de la communauté de communes. On intervient aussi à Marvejols, au lycée Saint-Joseph, auprès des secondes, premières, terminales. On a ouvert une classe à Notre-Dame avec Valérie Bayle et Sonia Meignet pour les 3e. On fait des clips vidéo avec Alexandre Vieux, qui est au Maldieu, et Guillaume Caparros auprès de l'école de Marie-Rivier. On a créé un festival qui s'appelle Chant Libre. Enfin voilà, après, on a à cœur de rester sur ce territoire-là parce qu'on est persuadé, et on le voit avec ce qui se passe, qu'un ancrage territorial, ça a forcément des avantages. Et en tout cas, on a le pied sur le territoire. Donc on sait, on va voir les commerçants, on se connaît, on va au musée, etc. En tout cas, le tissage associatif et le tissu associatif, il se fait très rapidement. C'est une grande chance sur le territoire. Tu as été vite intégré quand même ici dans la Haute-Lozère. Oui, parce que oui, même si je suis Lozère, mais... Puis là, donc ce spectacle de l'agriculture, pour toi, c'était pas quand même un gros problème puisque tu étais né dedans quand même. Oui, je suis né dedans, mais je voulais surtout pas que ça soit l'histoire de Thomas Pouget qui soit sur le plateau, parce que c'est pas le but. Oui, et je veux pas... ça rejoint un peu ce que disait Serge tout à l'heure, mais les artistes, en tout cas, ce qu'on appelle les artistes avec un A, qui est moi un mot qui, je pense, est devenu très galvaudé, parce qu'on met les artistes sur un espèce de piédestal où, ça y est, on est artiste, on passe 3 fois à la télé et 2 fois à la radio, alors du coup, waouh, c'est incroyable, c'est génial, tu connais des vedettes, voilà. Moi, ça y est, tu passes à la télé. Ouais, oui, mais c'est super, mais je trouve que cette simplicité-là, en tout cas, elle est riche parce qu'on vient de Lozère et on sait d'où on vient. Je trouve que c'est important de la garder. Ah, ça oui. Et voilà, je sais plus pourquoi je dis ça, mais non, mais si, par rapport à l'agriculture, je voulais pas que ça soit moi sur le plateau. Ouais, je comprends. Et ni toi ni ta vie. Ouais, ni toi ni ma vie. Et je voulais être sûr que, en tout cas, l'histoire de l'agriculture qu'on raconte, qui est celle d'un personnage qui s'appelle Pierre, l'année de ses 43 ans.
Je voulais être sûr que ça soit représentatif de ce qui semble se passer pour l'ensemble du milieu agricole. Je voulais pas que ça soit anecdotique et je voulais être sûr de comprendre la complexité de tout ça. C'est pour ça que, pour la petite histoire, on a travaillé avec les ateliers Tuffery à Florac pour les costumes. Et François Perrache, l'auteur du spectacle, on sort de rendez-vous à la Jeunette Verte, pour la petite histoire, c'est ma petite histoire à moi. On sort de rendez-vous avec Alice Brugeron à la Jeunette Verte, on traverse, on voit un magasin de jeans, on se dit bon écoute, François a besoin d'un jean, allons voir. On sort, c'est l'oncle de Julien Tuffery, qui est devenu un copain, qui tient le magasin, il n'y a pas la taille de François, il nous dit mais écoutez, allez voir mon neveu à l'atelier et puis il va vous expliquer un peu ce qu'on fait. Donc on y va, on trouve la bonne taille pour François, on discute avec Julien et puis Julien nous dit si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout vous n'hésitez pas, je vous fais faire le tour de l'entreprise, je vous explique, etc. La laine notamment vient de paysans du Cosméjean et puis voilà, on nous explique tout ça. Je garde le numéro de Julien en me disant ça serait génial pour le coup de faire travailler aussi l'économie locale et que les costumes, ça soit du Tuffery. On pousse la chose jusqu'au bout, on pense la création aussi à l'échelle locale. Le soir, on mange chez un agriculteur et puis on parle, il me parle de la tonte. Je dis mais tu sais pourquoi est-ce que tu vends pas ta laine en fait chez Tuffery? Il me dit mais Thomas, je vends déjà ma laine. Tuffery. On dit d'accord, donc en fait ça y est, ça va très très vite. On parle avec cet agriculteur, on rentre au gîte et on discute avec la personne du gîte. Il dit ouais, on a vu telle personne. Ah ouais? Ah mais oui, mais lui, mais je le connais très bien, c'était telle personne par rapport à telle... Et en fait, on s'aperçoit très vite que toutes les connexions autour du milieu rural, c'est très très facile de dire un tel connaît un tel, qui connaît un tel, va voir un tel, il peut te renseigner sur un tel. Et on a vu des agriculteurs qui nous ont dit les banques nous ont mis complètement dedans. Ok, on va voir la banque. Alors, on a entendu ça. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Allez voir tel agriculteur qui vous dira peut-être aussi que la banque a pu le sauver. Et ça nous donne en tout cas une vision d'ensemble. Ah oui, c'était quand même bien. Il y a beaucoup de recherche quand même dans le spectacle. Oui, et puis nous en tout cas, maintenant on en est persuadé, c'est une partie de ce qui fait l'identité de la joie errante. C'est qu'à chaque fois, on construit nos spectacles à partir de témoignages, à partir de rencontres, d'interviews. Là, j'ai fini d'écrire, ça y est, le prochain spectacle qui s'appelle Passage, tentative 1, naître, qui verra le jour au Ciné-Théâtre. Et c'est issu de 2 ans, 3 ans de rencontres avec des écoles primaires, des enfants, des instituteurs, des collégiens, des lycéens, des élus, des libraires, plein de professions très différentes, sur une thématique qui, moi, me tient à cœur, qui est celle de l'émancipation des enfants. À partir de quel moment ils arrivent petit à petit à grandir. Voilà, donc que ça soit par les jeux, la culture, les musées. Enfin, je reste, moi, plutôt persuadé que c'est par la culture, mais dans le sens large. Et ça me fascine que chacun, on se pose la question de savoir quels sont les événements qui nous ont forgés. Fondamentalement, qu'est-ce qui nous a fait grandir? Quelles sont les rencontres où on s'est dit non mais oui, bien sûr c'est évident, c'est soit ça que je veux faire, ou en tout cas voilà l'homme qui m'inspire ou la femme qui m'inspire, voilà à quoi j'ai envie de ressembler. C'est vrai que ça porte à réfléchir. Ouais, j'espère. Ouais. Si. Qu'est-ce que t'en penses, c'est toi? le but. Mais la culture, on a une culture, si tu veux. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens qui puissent mettre les mots qu'on connaît, si tu veux, et les mettre en spectacle, et les montrer, les agencer, enfin voilà. Mais la culture, enfin voilà, je ne suis pas en doute qu'avant nous, il y avait... La culture, c'est notre culture. Nous, ça peut être aussi l'accordéon du coin, ça veut l'accordéon du coin. Puis on a toujours... Dans les villages, tu avais toujours quelques artistes qui n'étaient pas, en effet, qui n'avaient pas place dans les médias. Mais même au niveau de l'événementiel, la culture vient de l'événementiel comme l'événementiel vient de la culture. Donc... je pense que ça part aussi du fait simple que c'est ce que fait très bien KWZ et ce qu'on fait chacun, je pense, à notre échelle, c'est que toute personne, qui qu'on soit, on a quelque chose à raconter fondamentalement. C'est une des choses que je répète souvent aux élèves que j'ai, c'est que la chose qui nous unit par rapport aux autres espèces vivantes sur Terre, c'est la faculté qu'on a d'inventer des histoires, d'inventer des mythes et de le faire collectivement et de les partager ensemble, ces histoires-là. Je trouve que c'est suffisamment important, en tout cas,
pour que chacun s'en empare et que voilà, chacun puisse aussi échanger simplement, se raconter des histoires, se dire que c'est pour ça que le titre de la prochaine, je fais ma pub aussi, mais c'est pour ça que le titre de la prochaine pièce s'appelle Passage, parce que je reste persuadé qu'on n'est que de passage. Qu'est-ce qu'on fait des 80-90 ans? Je souhaite plus du temps qui nous est imparti là. Moi, je trouve que si c'est pas pour partager ces choses-là, pas partir à la rencontre des gens qui peuvent nous raconter leurs histoires, etc., je vois pas bien l'utilité. Ouais, très bien. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein. Bien sûr. Sinon, ouais. on ne serait pas là en train de vous raconter vos histoires. Hein. À toi, à Serge, pareil, à Magali. Oui, mais moi, ça fait écho à ce que nous, on porte aussi avec Sylvain sur la transmission, sur le lien intergénérationnel. C'est ce à quoi on tient vraiment aussi à transmettre dans ce qu'on fait, c'est créer du lien. Le lien social, c'est ce qu'on m'a transmis, bien sûr. Là-dedans. Mon grand-père. Et ton grand-père, hein, oui. Et voilà, pour nous, c'est très important. C'est très important et le jeu permet cette transmission-là, ces échanges-là. Et tu parlais de légendes, de mythes. Le support aussi, les supports qu'on propose, il y a tout ça dedans, quoi. Voilà. Et puis ce que disait Serge aussi très justement, c'est qu'on est dans une société de plus en plus consommatrice. À nous de savoir quel mode est-ce qu'on veut privilégier. Pour le Gremlin, est-ce qu'effectivement c'est pas plus simple d'aller acheter des cadeaux de Noël par exemple à une boutique du coin, avoir des gens, alors ce qui s'est passé pour la seconde petite histoire, mais on passe devant le Gremlin avec mon ami et on se dit mince, c'est fermé, bon c'est pas grave, en fait il est 13h40, qu'est-ce qu'on fait, on attend 14h ou pas? On voit Sylvain qui sort à ce moment-là. On lui dit vous réouvrez à 14h. Bon, c'est pas grave. On repasse à midi. Je suis désolé, je pouvais pas vous servir à manger. Je dis non, mais on voulait vous acheter un jeu. Attendez, bougez pas. Je vous ouvre de l'autre côté. Donc il est 2h moins 20. Il doit aller vider des cartons ou je sais pas quoi. Mais le supermarché, il aurait pas fait ça. Hein. Ah non, mais non. Et puis du coup, il a pris vraiment 15-20 minutes pour nous expliquer les jeux auxquels on a joué et où on s'est régalé pour mon anniversaire. C'était simple, génial. Et ce rapport-là, loin d'une société qui, des fois, en tout cas, dévie, pour moi, où j'ai du mal à m'y reconnaître, je trouve qu'en Lozère, ou en tout cas en ruralité, ça représente quand même 70% du territoire national, c'est une vraie richesse qu'il ne faut pas perdre par rapport, des fois, à des grandes villes. Et il y a autre chose qu'on trouve dans la capitale ou dans les grandes villes, mais il y a aussi une vraie richesse qu'on trouve en ruralité, en campagne. Et cette chose-là, faut vraiment pas la perdre. Mais on espère bien qu'on ne va pas les perdre, toutes ces richesses, même toi, même la tienne, même la sienne, même tous ces bénévoles qui viennent dans ton association. On a une autre richesse à Saint-Gély qui nous a nourris pendant des années, c'est l'usine de Saint-Gély-d'Apcher. Et donc un jour, il y a des ouvriers de l'usine qui ont des métallos, comme on dit, qui ont décidé de garder cette mémoire qu'on avait de l'usine en sabot et bien d'autres choses. Et ils ont monté le musée de la métallurgie. Et on a le président aujourd'hui, c'est Michel Berthuis, qui en est président, qui a fait une bonne carrière à l'usine et qui aujourd'hui est prêt à vous ouvrir les portes pour découvrir donc, tout ce passé, qui est notre culture aussi. Voilà, ça fait partie d'ailleurs. Ça sera bien si un jour tu décides de faire un spectacle sur la culture barabande. Prends le micro. Je vais me présenter, je m'appelle Michel Berthuis, j'ai 73 ans, oui, et je suis à la retraite depuis 10 ans. Donc je suis originaire, je suis un pur lozérien, élevé en plein air, je suis né à Rimeis, et puis je bouclerai, je pense que je... Tu vas arrêter à Rimeis? Je vais arrêter à Rimeis. Tu ne veux pas te faire embaucher ailleurs par ArcelorMittal, non? Alors, donc, ma carrière, je vais la résumer facilement parce que j'ai fait mes études d'ingénieur à Saint-Étienne, à la belle époque des Verts. J'avais des voisins célèbres, Michel Larquet, tout ça. Et j'ai travaillé 20 ans au GIAT Défense, au ministère de la Défense à Saint-Étienne. Beaucoup travaillé sur le fameux fusil, le FAMAS. Alors, je dis bien le ministère de la Défense nationale parce que toutes mes vieilles tantes, j'ai jamais pu leur faire la différence entre le ministère de la Défense et Manu France. Saint-Étienne, il n'y avait que Manu France. C'est-à-dire que c'était notre livre de lecture quand on était petit. Ça aussi, c'est la culture. Et puis, chaque fois qu'arrivait le printemps, mon épouse est d'ici aussi, à Désestrées, à côté de Servorette. Et chaque fois qu'arrivait le printemps, ça me démangeait. Je voulais revenir au pays. Et puis, un beau jour, il y a eu une opportunité. Et ça s'est passé en 88, je suis revenu. J'avais déjà une maison en résidence secondaire, donc il n'y a pas eu... Mais enfin, il faut faire le saut quand même. Quand on dit on part, il faut partir, parce qu'après, on ne peut pas revenir. Eh oui. Et alors, donc, je suis arrivé en 88-90 à Saint-Chély.
Et c'est là que je suis arrivé en plein plan social, un truc assez costaud qui était fait par Usinor dans toute la France. Usinor, c'était la sidérurgie et métallurgie française à l'époque, et qui mettait les gens à la retraite à 50 ans, dans des conditions exceptionnelles. Ils avaient pratiquement un maintien du salaire, ils avaient une grosse prime, et tout cotisé pour ne pas impacter leur retraite. Là-dedans, il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est très bien, j'ai des vaches, je vais acheter une vache de plus, j'ai des canards, j'ai des poules, impeccable, on va grossir un peu l'affaire. Mais une dizaine de personnes ne savaient pas trop quoi faire, et tournaient un peu en rond. Et le directeur à l'époque, qui s'appelait Bernard Marin, a dit mais moi je vous ai trouvé une idée, vous pourriez monter quelque chose qui raconte l'histoire de cette usine à Saint-Chély. Et c'est parti comme ça, avec... malheureusement, ces gens-là, maintenant, beaucoup sont décédés. Et c'est ça un peu le... Avec Roux, c'était Jean... C'est Jean Roux, le premier président, qui a monté l'affaire. On est un petit musée, puisqu'on a environ 1500 visiteurs par an. C'est pas énorme. On est à l'ancien hôpital qui s'appelait Théophile Roussel, je crois, l'ancien hôpital. C'était l'ancienne maternité, là où je crois où on est. Elle était derrière la maternité. Moi, je suis né derrière, à 9 km de terme. Ouais, c'était pas 9 mois, c'était 9 km. Maintenant, on est logé gratuitement, ça j'avoue que c'est sympa, et chauffé gratuitement par la mairie. Et tout notre savoir pour expliquer comment est née cette usine est dans ces locaux. Voilà, ces grosses machines qu'on voit à l'entrée, tout ça, ça vient de l'usine. Oui, toutes les machines viennent de l'usine et j'ai d'autres projets, mais par les temps qui courent, je voudrais mettre un petit laminoir sur la place d'à côté, là-bas, qui est prêt à être déplacé et mis en place, mais c'est pas évident par les temps actuels, quoi. Et finalement, c'était pas trop compliqué de récupérer ce matériel qui partait à la ferraille pour la plupart. Les gars qui travaillent avec moi au musée, à l'époque, quand j'étais en production, j'avais tendance à les jeter en disant j'ai d'autres choses à faire pour la production que vous trouvez des vieilles machines ou des vieux documents. Alors cette usine, elle a fêté ses 100 ans puisqu'elle a commencé à être opérationnelle en 1917. On a fêté les 100 ans il n'y a pas très longtemps. Et elle ne marche pas trop mal. On est effectif de 200, 210 personnes, 220 personnes, mais avec beaucoup de la sous-traitance. Parce que ça, c'est la maladie actuelle du monde industriel. On se ressent sur son véritable métier et tout le reste, on le sous-traite. Que ce soit l'emballage, que ce soit la maintenance, l'informatique. L'informatique est faite à Fos-sur-Mer. Ouais. Alors ça, c'est bien joli, mais les sociétés de sous-traitance ont des contrats de 3 ans. Et bien sûr, avec 3 ans, ils sont pas du tout sûrs d'être reconduits après. Ce qui veut dire que c'est tout des CDD et des gens comme ça. Ça ne fait pas de l'emploi stable. Et ça, c'est assez pénible, mais c'est le monde actuel. On ne peut rien y faire. Sachant quand même qu'il y a des sous-traitants qui sont là depuis... Oui, parce que toute la partie emballage. Alors cette usine, elle a passé des mauvaises périodes, très mauvaises périodes, je dirais. Il y a eu beaucoup de plans qui étaient prêts à sortir. Je donne 2 exemples. Quand je suis arrivé en 88, on était 200 personnes et on faisait 29 000 tonnes. Je suis parti en 2008, mais je n'ai pas fait tout moi-même. On travaillait énormément en équipe. Je suis parti en 2008, avec le même effectif, on faisait 3 fois plus de tonnes. Même pratiquement 4, 120 000 tonnes. Après, vous aviez refait le laminage. Après, on a tout changé. On a changé le laminage. Ils viennent de faire un four de recueil super puissant, là, et tout ça fonctionne. Alors, l'avenir de cette usine est très beau fixe, je dirais. C'est bien, puisque il faut rappeler qu'on fait de la tôle électrique, à vocation électrique, pour faire les moteurs électriques et tout ce qui est électrique, quoi. Oui, alors, ça peut être le moulin à légumes. Oui, ça va depuis le moulin Moulinex, bien que là c'est vraiment du bas de gamme, mais Moulinex n'existe plus, jusqu'à des trucs dans les éoliennes. Les éoliennes, les moteurs de TGV, tout ça, et la voiture. Alors la voiture, c'est le grand domaine. Saint-Chély, alors n'achetez pas des Zoé si vous achetez une Zoé, c'est pas de la tôle Saint-Chély, ça je peux vous le garantir. Je voulais faire un pari avec le mécanicien, avec Hermé qui est concessionnaire, je dis qu'il faut le perdre parce qu'on analysera, c'est des histoires commerciales, la Zoé n'a pas de tôle de Saint-Chély, la tôle est faite au fin fond de l'Autriche. Mais derrière, l'usine s'est vachement démerdée, et ils ont été homologués par Volkswagen, Audi, ensuite ils ont été homologués par Tesla, n'a pas encore monté, mais il y a une qualité qui est homologuée par Tesla. Et maintenant, ils viennent décrocher l'homologation avec Toyota. Donc il y en a énormément d'avenir alors. Ben oui, alors maintenant, le potentiel d'usine de tôle de cette catégorie-là en Europe est estimé à 500 000 tonnes par an.
Mais Saint-Chély ne fera jamais 500 000 tonnes. On est bloqué il faudrait tout refaire, c'est assez compliqué. Et il y a un projet de deuxième Saint-Chély qui sera à 10 km de Dunkerque. Ah, j'aurais pu faire à 10 km de Saint-Chély. On a beaucoup de terrain. Alors, Saint-Chély, alors au musée, on explique tout ça, pourquoi cette usine est venue se perdre là. Il n'y a pas beaucoup de sens, mais enfin bon, l'histoire, je vous le raconterai plus au musée. Mais la ligne SNCF est un gros sujet de discussion, parce que tout notre métal arrive par la voie SNCF. Et actuellement, bon, ça va pas trop mal, je crois. J'avais vu Pierre Lafont, jusqu'en 2025. On entretient les lignes et tout, mais après, le futur est bizarre. Parce qu'actuellement, vous savez bien que la sidérurgie, il faut qu'elle soit à bord de l'eau. Ouais. Parce qu'on ne va plus promener les choses. Le bateau arrive du Brésil avec le minerai et tout. Donc, c'est Dunkerque et Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer n'est pas très bien en ce moment. Il y a de sérieux problèmes. Il y a une surcapacité d'acier en France. Bon, en dehors de la crise actuelle, mais bon, c'est de l'ordre de 60%, c'est énorme. Hein. Et un site comme Fos, on se demande si c'est 3000 personnes, Fos. Et pour revenir au musée, donc cette usine qui est arrivée en 1917, donc elle venait pourquoi ici? Pourquoi il s'est installé en dehors de la Alors, il y a 4 raisons principales qui ont fait venir cette usine à Saint-Chély. Je ne les donne pas dans l'ordre parce que c'est assez compliqué de les donner dans l'ordre. Il y a la ligne SNCF Paris-Béziers, parce que Garabi, c'est bien avant, hein, c'est avant 1900, Garabi. Hein, et qui servait à amener le matériel pour construire l'usine, les transformateurs et tout, et qui faisait partir les produits. Donc la ligne SNCF Paris-Béziers. La deuxième chose, c'est qu'il y avait, à la Garde, on a une carrière de quartz, parce que notre tôle, c'est de l'acier auquel on ajoute du silicium. Et le silicium, c'est ça qui permet d'avoir la conductibilité magnétique. Et donc le quartz, c'était pour ça qu'on appelle, chez Brunel, ça s'appelle le rocher blanc. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les gens de Saint-Étienne qui pilotaient le projet ont dit « Ouh là là, mais vous avez des rivières et tout là-bas ». Et c'est pour ça qu'ils ont pu installer à l'origine 2 centrales hydroélectriques, une sur le Besse et puis une au fil de l'eau sur la Truyère. Et à l'époque, l'usine se suffisait avec cette production. Alors, actuellement, c'est complètement dépassé cette vision. Et les fours étaient électriques alors? Les fours étaient électriques, oui. D'accord. Et la quatrième raison, c'est pour ça que je suis un ancien militaire, j'ai pas de grade militaire moi, j'étais civil, mais c'était l'époque où ça canardait de partout et on voulait s'éloigner de toutes les frontières, soit terrestres, soit maritimes, et Saint-Chély était assez éloigné alors que maintenant, on appuie sur un bouton et un missile peut venir de Chine ou d'ailleurs. Voilà, toute cette histoire, bien sûr, on la retrouve quand tu fais visiter. On raconte tout ça au musée avec la partie sidérurgie à l'époque qui était assez pénible, puisque là on travaillait le métal à chaud, c'est-à-dire que le métal était rouge, tandis que maintenant on ne fait plus que de la métallurgie, vous ne voyez plus du métal rouge, c'est que du traitement thermique. Alors pourquoi on a appelé ça, passé un temps, l'usine en sabot? Alors, on a appelé ça l'usine à sabot parce que quand ils faisaient le laminage à chaud avec le métal rouge, les gens, à leurs pieds, ils n'avaient pas de chaussures de sécurité, ça n'existait pas. On les montre là, il y a des sabots qui étaient faits à Mazerac et des sabots sans talons. D'accord. Pour ne pas marquer la tôle en marchant dessus parce qu'il fallait décoller les paquets de tôle. C'est pour ça qu'on a appelé l'usine à sabot. C'était dangereux le métier de décolleur, je crois. Ah oui, on a eu des morts. Ouais. On est tous, alors je ne l'ai pas dit, on est absolument tous des bénévoles. C'est des anciens qui font visiter parce qu'on a beaucoup de cars qui viennent. En particulier, on a beaucoup de relations avec le Cantal, Aurillac, tout ça, plus qu'avec le sud de la Lozère. C'est marrant ça. Hein. Et ces gens-là, alors l'été, on ne peut pas toujours y être. Nous, j'ai une salariée, c'est une hôtesse que je prends, que je paye au SMIG. Et qui fait visiter le musée. Donc, non, mais du coup, j'associe le spectacle parce que mon père travaillait au four, donc j'ai eu l'occasion de visiter en catimini parce que voilà, il y avait des accès. C'était interdit à l'époque. C'était interdit. Nous, on l'avait visité, figure-toi, dans la classe de Guy Galvier. On était allé le visiter. Ah, mais vous avez eu une autorisation peut-être? Il avait eu, parce qu'après il avait été. Enfin, on va pas en parler. C'est dommage, on aurait pu l'inviter. Mais c'était, enfin voilà, j'ai souvenir des fours. Donc maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça, mais c'était un spectacle impressionnant. Il y avait un bruit, là, parce que c'était un poste à souder, quoi, mais avec une électrode énorme, donc un bruit sourd là, qui te prenait, il te rentrait vraiment. Et le danger, la lumière, la chaleur, c'était quelque chose. Donc j'imagine difficile à vivre au quotidien pour les gens qui chargeaient les fours, qui travaillaient. Les gens qui travaillaient à chaud, là, comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Le dernier, c'était Iquier. Son père.
Itier, tu te rappelles le Oui, pompier, oui. Il avait été apprenti au laminage à chaud et tout. Là. Il nous racontait des trucs. Mais ton père, il avait travaillé là au Mon père, il chargeait les fours. Il chargeait les fours. C'est incroyable. Hein. Mais ça communique. Mais... Non, c'est Saint-Chély quand même. On est né à Saint-Chély, donc c'est normal que... Voilà, au niveau des images, on en voit quand même des images, les hauts fourneaux quand ça coule. J'ai quelques photos aussi là où on voit les vieux chariots qui poussaient là. Oui, derrière dans le dos, il se gelait, et puis devant, c'était tout bronzé, quoi. Ce qui était dangereux, c'était les retours de flammes aussi. Les retours de flammes, oui. Ouais. Si, mais c'était vraiment une usine. Moi, je me rappelle la visite quand on avait, je sais pas, 14 ans, mais je passais le certificat d'études donc avec Guy. Et il nous avait amené visiter ça. Moi, ça m'avait marqué. En plus, alors moi, il a raconté une petite histoire. Je vais raconter une aussi sur les gens. Alors, il y avait beaucoup de brûlures et des brûlures et des choses graves là. Surtout, alors on travaille bien sûr le dimanche. Il arrive un nouveau directeur. Et puis, appelle la fille, le chef d'atelier. Il y a Eric, il va devenir fou là derrière avec toi. Hein. Le nouveau directeur, il arrive, et puis la fille lui dit, mais bon, si vous avez une brûlure, vous avez un retour de flamme, un truc comme ça, monsieur le directeur, il faut téléphoner aux sœurs religieuses. Alors le directeur, il arrivait de Saint-Étienne, je crois. Il dit, mais où c'est que je suis tombé là? Alors les sœurs religieuses en bas de Saint-Chély avaient, c'est une congrégation qu'on appelle, avaient le don de guérir les brûlures. Alors en soufflant un peu, en faisant des trucs. Et alors, pas de peau, ça arrive un accident. Alors le directeur, il téléphone, appelle la fille qui a été chercher une brave sœur, elle est venue et puis elle a fait la manip, impeccable. Impeccable. Mais c'était folklorique quand même aussi, c'était une belle époque quand même. Hein. Et là, tu avais ce qui était l'usine, mais ce qui était la vie autour. Parce que bon, moi, j'ai fait mes premiers pas dans les cités de l'usine. 3 rangées qui n'étaient pas coupées. Et j'ai souvenir, il y avait un Polonais qui habitait derrière, et quand il était en retard pour aller au boulot, il rentrait par la salle à manger, il traversait la cuisine, il disait « Excusez-moi, je suis en retard pour aller au théâtre », ou je ne sais plus comment il disait, mais enfin, il y avait une vie aussi. Une entente qui était extraordinaire. Dans la mairie, dans les sous-sols de la mairie, on a découvert récemment, il y a 3 ou 4 ans, j'ai prêté le document aux archives à Marne, il faudrait qu'ils me le rendent, j'y pense. 25 nationalités différentes à l'usine de Saint-Chély. 25, je ne le croyais pas. Et moi, je disais 18, et tu vois. Non, on monte à 25. On allait à l'école avec les enfants de Montmartre, par exemple. Moi, j'habitais juste en face de Montmartre. Tu avais tous les pays qui étaient à Montmartre. Ce mélange des nationalités et tout, quand on voit les problèmes actuels, c'est incroyable. Après, la vie à Saint-Chély, c'était merveilleux. Mais juste une petite histoire qui circulait à Saint-Chély. Un gamin qui demande à son papa, mais papa, c'est où la Tchécoslovaquie? Alors le papa qui ne savait pas trop, la géo, c'était pas... Oh, mais ça ne va pas être soit par là, parce que je connais un Tchèque qui vient au boulot tous les matins, il vient en vélo, alors... Voilà, c'est sur ces mots, donc sur l'humour de notre ami Serge. Et vous voyez que dans ton association, on a de l'humour quand même, hein. Oui. Et depuis longtemps, heureusement. Voilà, j'espère que tu as autre chose à dire peut-être sur ton travail. Non, super. Non, mais effectivement, il faut rester positif. Et j'entends aussi ce que dit monsieur. Je crois qu'il y a aussi une envie, et ça tient aussi fondamentalement à ce qu'on fait là, tous, cette question de transmission et à quel point c'est important aussi de laisser une trace, de se dire que tout ce qui s'est passé, ça n'est pas perdu, et que la culture, il y en a une avant, il y en a une pendant, et il y en a une après aussi pour les générations futures. Non, mais c'est bien. D'ailleurs, j'ai une petite histoire. Non, c'est vrai. Allez, vas-y. Non. Si, allez, on l'attend. Non, petite histoire. Et je te dis, c'est 12 000 vues. À peu près. C'est bon de passer une petite histoire. Je vais la réfléchir, si tu me laisses 2 minutes. Voilà. Non, j'ai pas de petite histoire. J'ai juste oublié de dire qu'à l'heure de l'apéro, on fait des super bonnes planches de charcuterie et de fromage. Voilà. C'est bien le moment de le dire. Et c'est local, voilà. C'est local. Et on est dans la transmission, et on est dans les bonnes choses, et on est dans le partage. Je crois qu'on prendra rendez-vous, mais on va attendre maintenant qu'il nous libère. Oui, parce que... oui, quand les portes si on veut manger la charcuterie, il faudra aller voir Valès, ou notre charcutier du coin. Hein. Bien, voilà. Ben, écoute, c'est bien, tu travailles avec les produits locaux, c'est vraiment merveilleux. Alors, ce que je vais répéter, c'est de dire à tous les spectateurs qui vont nous voir, si vous avez des jeux à acheter, allez au Grimling, là-bas vous serez bien accueillis, vous serez bien conseillés, et en plus vous ferez travailler un artisan local. Merci beaucoup. Un commerçant local. Merci à toi. Voilà. Merci Eric. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous les 4. Qu'est-ce qu'on a fait comme temps, là, hein? Merci à tous. Je rappelle donc à toutes les personnes qui nous regardent
que si vous avez besoin, si vous avez envie d'être partenaire de cette émission KWZ, n'hésitez pas. Appelez Eric à ce numéro. Il va l'écrire là. Oui, ça y est, c'est marqué. Vous appelez Eric à ce numéro et puis il vous dira ce que vous pouvez faire. Peut-être que vous pouvez avoir votre logo sur la prochaine émission, peut-être un petit spot comme à la télé, sans être quelque chose d'extraordinaire, soit être partenaire comme ça. Et puis on vous citera, enfin on verra. Vous voyez ça avec Eric. Il est là-bas derrière, vous le voyez de là-haut, la caméra là-haut. Coucou. Voilà, il est là, Eric. Merci à tous les 4 d'être venus, frère. Alors, on avait 6 invités. Pour des raisons de Covid, tout le monde n'a pas pu venir. On les réinvitera. On va revenir à Seychelles. On refera une autre émission sur Seychelles de suite qu'on pourra, puisque je pense que d'ici un mois, on ne pourra pas faire d'émission. Donc, ça sera la dernière pour l'instant. Mais n'oubliez pas une chose, vous retrouverez KWZ sur des événements ponctuels par rapport au Covid ou par rapport aux choses qui vont se dire au niveau peut-être de la préfecture, des chambres consulaires, etc. Donc, continuez de regarder. Partagez bien cette émission. Plus vous partagez, plus il y aura de vues. Il y a des gens qui nous, je vous le rappelle toutes les semaines, il y a des gens qui nous regardent en Amérique, partout dans le monde. Donc, surtout, partagez. Il faut que la Lozère, que la Margeride, puisqu'on est sur la Margeride, il faut que notre pays soit connu à travers les hommes qui y vivent et qui font de ce pays un magnifique pays. Merci à tous, salut. Merci. Merci Eric. Merci Gribouille.